Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, je suis Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval, à Québec, au Québec. Bienvenue à ce deuxième épisode de notre saison 5 d'IA Café. Ce sera épisode 93. Ça s'appelle toujours IA Café, enquête plutôt. Au cœur de la recherche en intelligence artificielle. Gros programme aujourd'hui. Deux sujets principaux. D'abord, le premier sujet incontournable cette semaine. Vous savez sûrement qu'OpenAI a sorti son petit nouveau ChatGPT, en tout cas une nouvelle mouture. Ça porte plusieurs noms. Ça fait partie de nos premiers échanges qu'on a eu là-dessus, là. J'ai vu ChatGPT 5 au début, mais rapidement, là, c'est revenu vers Strawberry, qui était le nom de travail, puis éventuellement OpenAI O1. Vous savez, ça se dit tellement bien, ces noms-là, dans une conversation. Mais écoutons, on va faire avec ça. Vous savez, c'est la première version de ce ChatGPT qui pense. Et là, ici, là, entendez, s'il vous plaît, mes petits... guillemets audio ici, là. Donc, qui pense avant de répondre. Qu'est-ce que ça vaut, cette affirmation-là? Et on y reviendra un peu plus tard. Ça va être notre premier sujet. Et en deuxième partie, j'ai laissé plus de liberté à mes Baristia collaborateurs pour parler d'actualité, du sujet qui leur tente, peut-être des bancs d'essai, actualité, chronique, là, ce sera à eux de voir. Ils sont libres et bien hâte de les entendre. Bon, gros contenu, du fun, c'est sûr. On va essayer d'en avoir un peu pour toujours en explorant les enjeux éthiques et sociaux de l'intelligence et techniques aujourd'hui, très certainement, de l'intelligence artificielle. Et pour m'accompagner dans ces folles aventures. Ils sont trois cette semaine avec moi. D'abord, de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai Stéphane Mignot qui est là. Comment ça va, Stéphane? Ça va bien. Ça va. Stéphane, il avait hâte aujourd'hui. Il s'est branché une demi-heure avant qu'on commence l'enregistrement. Donc, j'ai hâte de t'entendre, Stéphane. Le deuxième, il est lui aussi toujours de l'autre côté de l'Atlantique. Sylvain Munger est là. Comment ça va, Sylvain? Ça va super bien. Content que tu sois là encore avec nous. On a des gros thèmes aujourd'hui. Et qui d'autre? Première apparition cette saison 5, Frédéric Plamondon est là. Comment ça va, Fred? Salut, ça va très bien, vous autres? Très bien. Tu t'installes tranquillement à Montréal? Oui, absolument, dans mon tout nouveau bureau, dans mon tout nouveau oui, je ne sais pas si on l'avait dit officiellement, mais Fred, il s'est déniché un beau poste de prof à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Exactement. Donc, je présume que ton automne va être assez occupé. Mon automne est très occupé, déjà, entre la préparation de cours, la rédaction, finir la rédaction de ma thèse, évidemment, puis tout ça, là. Fait que, voilà. Parce que je suis un prof pas tout à fait complété encore, il me manque le dépôt de ma thèse pour arriver à obtenir... Ah, ben oui. Ben, ça, ce n'est que formalité, évidemment. Là. Oui, c'est une formalité, c'est sûr. Écoute, c'est vraiment... Terminer une thèse, là. L'affaire d'une après-midi, fini. Ouais. Est-ce que tu vas faire un spin-off IA Café UQAM? J'aimerais ça, en fait, c'est dans mon plan de travail pour l'année, ce qui fait que je me suis pas donné le choix, il va falloir que je le fasse. Oui. Actuellement, ouais, j'ai un projet d'IA Café UQAM, là, vraiment. Super, on va t'installer un studio là-bas, puis on aura deux studios, ce qui permettra d'enrichir notre banque d'académiques locales, là, des profs à Montréal. Il y en a plein, là. Il y a le Mila qui est là. On s'arrangera pour inviter du monde dans notre studio à Montréal. Là. Oui, c'est ça, notre studio Montréal. L'antenne d'IA Café à Montréal, d'ailleurs, il faut qu'on se parle pour que tu puisses me donner des sous pour que j'achète du matériel. Mais on peut attendre à la fin de l'émission. Il n'y a pas de problème. Excellent. On fera ça. OK, commençons avec notre premier sujet. Premier thème, c'est notre bombe de la semaine. C'est comme ça que c'est traité, en tout cas, dans les médias. Je le disais, nouvelle mouture de ChatGPT. C'est ça. C'était dans les médias sociaux, c'était ChatGPT 5, mais rapidement, on voyait bien que
C'était une nouvelle mouture. C'est sûr qu'il semble y avoir un cap technologique là, qui a été franchi. C'est sûr qu'il y a un nouveau nom qui semblait s'imposer tranquillement. Moi, j'ai surtout lu et sur le site d'OpenAI, donc on le nommait OpenAI O1. Puis le gros buzz cette semaine, vous l'avez vu, là, c'est qu'on tente de pousser autour de cet nouvel outil l'idée que cet outil pense. Hein? Pense. Tantôt, j'ai mis des guillemets. Là. Penser parce que OpenAI, contrairement à ChatGPT, à Gemini, à Claude, Llama, OpenAI serait O1, serait programmé et entraîné pour traiter des demandes. Le processus qu'on mentionne, c'est the chain of thought, donc des chaînes de pensée, là, si on fait une traduction littérale, mais ce serait plus des fils de pensée peut-être. Donc voilà, c'est ça qu'on nous annonce. Il y aurait plusieurs étapes de raisonnement. Quand on fait une requête, il passe par plusieurs étapes. Puis il emprunte différentes chains of thought, puis des fils de pensée, puis à la fin, il compare tout ça. Ce qui fait qu'il y a une certaine latence quand on lui pose une question parce que il réfléchit avant de répondre. Évidemment, ça implique qu'il semble un peu plus lourd, un peu plus lent, ça me semble évident, parce qu'il pense. Voilà. Donc, parce qu'il réfléchit, il est lent. Je sais pas dans quelle mesure ça tient tout ça. Là. Sinon, mon bon vieux Pentium 2 des années 90, là, qui était lent comme une tortue, ça veut dire qu'il pensait vraiment fort. Il faut voir ce que ça vaut, là, ce lien-là, là. Mais sans blague, là, ça semble un accomplissement technique exceptionnel. J'ai hâte de vous entendre à propos de tout ça. Tiens, un tour de table pour voir ce que vous avez entendu, ce que vous en pensez. Commençons par... tiens, Stéphane, donnons la parole à notre tech. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Alors, pas mal de choses hein, autour de cette version. Alors, le O, au départ, c'était pour Omnicanal, si j'avais bien suivi. Donc, c'était la version 4O. Là, maintenant, 4O1. 4O1 Preview, Mini, enfin il y a plusieurs déclinaisons en plus de cette version, de ce modèle. Ça devient... Toutes des versions payantes d'ailleurs. Si vous voulez les tester, là, il n'y a pas de version gratuite de tout ça. Là. Oui, je pense qu'en plus là, bon, comme c'est une preview, je pense que voilà, ils vont tester un petit peu. Si ce n'est que cette version-là, elle est pas du tout omnicanal. Hein, c'est juste, c'est juste du chat. Et on peut pas y déposer des documents ou des images. C'est vraiment que de la discussion pour l'instant. Et donc voilà, donc je suis un peu surpris par le nom pour l'instant. Bon, après, on pourra développer. Il y a quelque chose qui m'a surpris aussi, c'est la version 3.5 qui a disparu. Donc ça veut dire quand même qu'il va falloir qu'on s'habitue au fait que les versions tournent assez rapidement quand même. La version 3.5 était plus légère et plus rapide. La version 4O était assez rapide. Par contre, c'est vrai que on pourra en discuter, mais la version 4.1 est plus lente. Forcément, elle peut aller jusqu'à 30 secondes de réponse. Hein. Donc, on n'est pas dans un instantané. Mais c'est ça qu'on dit aussi, là, c'est-à-dire que ce que je disais, c'est que la version 4O est toujours disponible. Puis si vous voulez des réponses rapides, un peu brutes, là, c'est toujours l'outil. Mais si vous avez besoin de tenter de résoudre des problèmes complexes, c'est ça qu'on dit là, pour faire des tâches complexes. Moi, je disais aussi que c'était surtout pour ceux qui font de la programmation, entre autres, ou des problèmes mathématiques complexes, ben là, ce genre d'outil-là là, serait plus performant en raison là, des processus que j'ai expliqué plus tôt. Là. Alors, pour le coup, je l'ai utilisé alors pour tester, parce que c'est vrai que c'est tout récent, donc j'ai pas eu le temps de faire trop joujou avec. Je l'ai pas utilisé pour la programmation, mais je l'ai utilisé pour tester avec des exercices de mathématiques, puisque c'est vrai que ChatGPT était vraiment nul en mathématiques hein, jusqu'à présent. Et là, j'ai essayé de lui donner des exercices, alors du baccalauréat scientifique de France, donc quelques exercices comme ça.
Et il a réussi à faire des belles démonstrations qui me semblaient correctes. Alors là, le problème, ça va être l'évaluation du modèle. Ben oui. Mais effectivement, en tout cas, c'était assez impressionnant. Ouais. Bon, ok, Stéphane, assez impressionné. Tiens, je vais me tourner vers Fred. Fred, qu'est-ce que t'as à dire sur ce nouveau modèle? Ben, je n'irai pas par quatre chemins, puis au risque d'être imprudent, pas très scientifique quand même. Je serais vraiment heureux de me faire remettre en question dans les jours, les semaines, les heures, les années subséquentes, mais je vais caler bullshit. I call bullshit. Ouais, vraiment. Pour plein de raisons. D'abord, parce que, tu sais, OpenAI, faut comprendre un peu la culture managériale en arrière de ce genre de grande annonce-là, qui est dans un contexte, dans une économie, dans un secteur industriel, parce que c'est une industrie, l'intelligence artificielle, dans un secteur industriel où les capacités pour développer des modèles fondationnels comme celui-là, ou en tout cas l'utilisation générale de même, sont réservées à certaines grandes compagnies qui ont vraiment beaucoup de moyens pour les faire. C'est des modèles qui coûtent des dizaines de millions, voire des centaines de millions de dollars à entraîner, puis à développer, puis ce genre de choses-là. Puis, dans le modèle financier, en fait, dans le modèle d'affaires de ces compagnies-là, évidemment, il y a du capital de risque. Ça implique que ces compagnies-là reçoivent de l'argent souvent avant d'avoir produit quelque chose. Puis qu'après ça, ils sont tenus d'avancer dans cette production-là, dans une espèce de formule itérative où ils développent un produit ou un service qu'ils essaient de vendre. Après ça, ils parlent aux investisseurs. Est-ce qu'il y a du potentiel pour ça? Les investisseurs embarquent, réembarquent, etc. Puis, ça crée finalement ce genre de choses. Mais OpenAI n'est pas différente des autres compagnies dans ce sens-là. OpenAI doit de l'argent, a aussi accès à des fonds, mais doit de l'argent. Puis surtout, OpenAI est en compétition avec beaucoup de gros joueurs, notamment Anthropic, dont on entend de plus en plus parler, qui est la compagnie qui a développé le modèle linguistique qui s'appelle Claude 3.5 Sonnet, qui est très robuste, puis dont l'interface permet de faire pas mal de choses assez simplement, plus facilement que ce que ChatGPT arrive à faire ou O1 arrive à faire. Dans ce contexte-là, je call bullshit parce que OpenAI parle d'un modèle qui pense, alors que ça n'a rien à voir avec la pensée humaine. Ce qu'il appelle le chain of thought, c'est juste comment est-ce qu'on... c'est pas aussi simple que ça, évidemment, mais c'est comment le modèle arrive à comprendre la requête, à analyser la requête, à la diviser en certaines parties plus facilement gérables, si on veut, puis après ça, à faire une espèce de réflexivité machine, c'est-à-dire de se poser la question sur est-ce que ma résolution de problème ou ma réponse à la requête est valable ou pas valable, puis à retourner à l'utilisateur le chain of thought, c'est-à-dire voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Est-ce qu'on peut faire qu'on va sur O1 en cliquant sur le calcul, là, il apparaît une série d'étapes de... Oui, ça c'est intéressant en matière d'explicitation, de transparence, là, quand tu regardes, je sais pas si ça marche comme ça, là, mais en tout cas, quand tu regardes son résultat, il y a l'explicitation à plusieurs étapes, puis ça, c'est intéressant à voir, en tout cas, comment que ça, je sais pas si c'est fidèle à ce que l'outil fait en question, mais ça donne une réponse qui est, en tout cas, pour quelqu'un de rigoureux, là, c'est intéressant de voir son processus de pensée. Absolument. Absolument. Par exemple, si j'ai un étudiant ou une étudiante qui me remet un travail en disant j'ai fait ça comme ça, j'ai fait ça comme ça, j'ai fait ça comme ça, donc j'arrive à ça, voici ma réponse, je vais dire c'est intéressant, mais rien est capable de me dire si c'est lui qui a produit le travail ou si c'est O1 qui a produit le travail, au sens où on ne sait pas si c'est O1 qui retourne ça. C'est peut-être juste l'interface, c'est peut-être juste l'amorce de départ, en fait, le système prompt de la machine qui fait ça, puis qui travaille de cette façon-là. Puis ça, c'est un peu problématique, parce que d'abord, ça envoie l'idée que le système pense, quand on regarde les publications de Greg Brockman, qui est le cofondateur d'OpenAI sur X, par exemple, il va dire on a un système qui pense, puis la différence entre ChatGPT puis O1, c'est un peu comme le système 1 puis le système 2 de Daniel Kahneman, qui est un psychologue en psychologie cognitive qu'on connaît pour avoir réfléchi la pensée lente puis la pensée rapide. Puis là, il compare O1 à la pensée lente. Puis quand on regarde la carte système d'OpenAI, c'est notre modèle est capable de penser comme le ferait un humain. Je veux dire, il y a du violon derrière ça, puis il y a du marketing derrière ça, puis après ça, il y a l'idée de ça pense au niveau du PhD. Là, tu fais wow, ok, c'est vraiment on est dans l'argument de vente, puis on n'a pas moyen de comprendre si vraiment le chain of thought est efficace
c'est quoi sa profondeur, jusqu'où ça va, à quel point c'est authentique, puis ce genre de choses-là. Puis c'est du marketing, finalement, là. C'est ça. C'est pour ça que je call bullshit. Il y a Stéphane qui voulait Ouais, rebondir. je voulais rebondir parce qu'effectivement, on va faire on va mettre beaucoup de guillemets à chaque fois qu'on va parler, mais à chaque fois qu'il pense, donc on voit bien ces étapes, les 6-7 étapes à peu près, où on a un petit titre, on peut voir effectivement un peu le contenu. Par contre, OpenAI a dit qu'il donnait pas la profondeur justement de l'exercice. Là, on voit pas et j'ai l'impression que Qu'est-ce c'est qu'il y a un petit... derrière le capot? C'est-tu juste quelque chose de façade ou vraiment, c'est si on ça. n'y a pas accès, c'est difficile de valider? Là? Non, c'est ça. C'est justement, ils disent que bon, ils nous donnent pas entre guillemets la pensée profonde du modèle. Parce que ça serait trop compliqué à comprendre, etc. Donc, ils nous donnent juste en surface les grandes étapes de pensée, quoi. Donc là, on est vraiment, effectivement, je pense, dans une caricature de pensée. En France, on dit, alors je sais pas si vous le dites sûrement aussi, il faut faire tourner 7 fois sa langue avant de parler. J'ai l'impression que c'est un peu ce que fait ChatGPT. Pour être sûr qu'il a dit une bonne chose, il va réfléchir un peu plus, quoi. Voilà, il va tourner un peu la question plusieurs fois. Mais vous le voyez un petit peu, il y en a plusieurs qui s'enthousiasment pour l'intelligence artificielle, mais de plus en plus, ce qu'on voit, c'est les craintes prendre de plus en plus d'ampleur, entre autres dans les médias, mais c'est sûr que ce genre de discours-là, même si c'est peut-être que ça vend puis ça finance en ce moment, à long terme, là, il se tire dans le pied là, parce que une machine qui pense, ben là, c'est le Descartes, là, je pense donc je suis, et quelqu'un qui va me dire si elle pense, si elle pense effectivement, ben c'est un être conscient, donc on devrait lui donner une personnalité, un statut, des droits, puis on s'en va dans ce genre de discours-là, là, je suis prêt à voir qu'il y a peut-être des parallèles à faire avec la pensée, avec le raisonnement, mais de là à dire qu'elle pense, donc elle est, calmons-nous. Peut-être pas bullshit, là, mais calmons-nous. On a combien de temps pour en parler de O1? Parce que j'ai vraiment beaucoup... Ça, c'est juste une introduction rapide. Là, vas-y, continue, Fred. Qu'est-ce que tu as ajouté? Vas-y, Fred. Mais tu sais, quand on regarde un peu là, justement ce qui s'est dit à propos de ces éléments-là, puis je retourne à Greg Brockman, parce que c'est bon d'aller voir les fondateurs de ces compagnies-là, comment ils présentent leurs produits, pour essayer de saisir leur discours un peu, puis voir comment leur discours s'aligne avec ce que j'appelle le marketing, puis les system cards d'OpenAI en sont pleins de ce genre de petit soft marketing-là, si on veut. T'sais. Puis dans le cas de Greg Brockman, il explique que cette nouvelle technologie-là, puis là je le mets entre guillemets, là, cette nouvelle technologie-là, c'est un pas en avant pour assurer l'interprétabilité des résultats qui sont générés par ces machines-là. Autrement dit, il est déjà en train de dire cette nouvelle façon-là, cette nouvelle technologie-là ou ce nouveau modèle-là, en fait, je ne sais même pas si c'est un nouveau modèle ou si c'est juste un filtre supplémentaire qu'ils ont ajouté à ChatGPT 4, là, mais cette nouvelle technologie-là est plus conforme déjà, nous permet d'être en plus grande conformité avec les cadres réglementaires qui sont en train d'être pensés ou avalisés dans différents États. Ça, c'est quand même, c'est pas anodin, c'est parce que quand ils disent ça, ils sont en train de dire on est de confiance, en fait. Mm-hmm. OpenAI, on peut lui faire confiance. OpenAI peut entrer dans les universités puisque son modèle est de niveau PhD, mais on fait attention à ça. OpenAI est aussi en mesure donc de s'assurer de la sécurité puis de l'innocuité des systèmes parce que maintenant on peut comprendre comment... C'est transparent, on peut aller voir sous le capot, qu'est-ce qui se passe, ouais, c'est ça la crainte. Là. Fait qu'ils sont en train de placer un discours, en tout cas, me semble-t-il. Puis quand on lit le system card, puis qu'on regarde comment ils ont testé la sécurité de O1 avec puis quelles données ont été utilisées dans l'entraînement par renforcement de ce nouveau, en tout cas de ce modèle-là, on trouve les mêmes traces de ce genre de discours-là. Puis il y a un écho entre le system card puis ce que la direction d'OpenAI en dit. C'est pour ça que moi je dis bullshit, je suis un peu méchant quand je dis ça, mais dans les faits, je me méfie vraiment beaucoup de O1 dans le moment, même si ces résultats peuvent être extraordinaires ou étonnants, là, je pense qu'on beurre assez épais sur l'anthropomorphisme ici, parce que c'est un plan de communication. Là. Moi, ce que je vois, c'est vraiment un plan de communication.
Sylvain, vas-y, Stéphane, continue. Ouais. Après, je vais Non, donner la parole à Sylvain qui nous regarde là, avec stupeur là, depuis tantôt. Stéphane d'abord. Bah, très rapidement, mais effectivement, je confirme ce que dit Fred. Là, il joue sur le fait que ça va rajouter de la sécurité parce que bah, il va être plus en capacité de comprendre les dérives que pourrait faire l'utilisateur avec ChatGPT sur ses prompts, parce que c'est vrai qu'on a toujours le moyen de contourner un petit peu les limitations que peut faire ChatGPT. Là, le fait qu'il va essayer 7 fois avant de répondre, enfin, ou à peu près, il va un peu plus contrôler, et c'est vrai que moi aussi, là, pour le coup, j'étais un peu déçu, parce que certaines réponses que j'avais avec la version 4O, ben, je l'avais pas avec la nouvelle version O1 Preview. Donc du coup, je pense qu'il y a effectivement alors moi, ça m'a créé une frustration. Je sais pas comment ça va se passer pour les autres, mais voilà, il joue sur cette sensation de plus de sécurité. Après, sur l'explicitabilité, voilà, à peu près. Exactement. Le fait de faire 7 fois quelque chose de flou, je suis pas sûr que ça le rende plus vrai. Il y a ça. Tu répètes la même chose peut-être, là, mais voilà, en tout cas, Sylvain, je te voyais stoïque un peu. T'as pas l'air très enthousiaste. Ben non, en fait, et ça me rappelle les utilisations que je faisais là, dans la version gratuite de ChatGPT qui était 3.5. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais essayé la version 4.0 quand elle avait sorti, payante. Je ne voyais absolument aucune différence entre les deux. Alors, je me demande, en fait, je me questionne, c'est pour la version 5, qu'est-ce qu'il y a de si différent que ça. Puis en plus, j'ai eu une petite expérience la semaine dernière, c'est-à-dire que j'essayais, je suis pris avec une série là, d'entretiens qui ne sont pas transcrits. Puis, Je n'ai pas le temps pour les transcrire. Alors là, on me dit, Acid, parce qu'on a un budget pour ça, ça va. Mais on me dit, regarde, voir s'il n'y aurait pas un outil là, qui pourrait faire le travail. Alors, j'ai demandé à ChatGPT de m'en suggérer. Il m'a fait une liste. Puis après ça, j'ai demandé quelques spécificités. C'est-à-dire, j'ai dit, essaie de voir s'il y a plusieurs interlocuteurs, est-ce qu'il y a quelque chose qui reconnaît un peu mieux les accents, qui est capable vraiment de mieux identifier les personnes. Je suis arrivé avec, il m'en a sorti 4 là-dedans. Là. Je les ai essayés les 4, mais juste les versions gratuites. Puis à chaque fois, c'était exactement la même chose. D'un produit à l'autre, il y avait pas de différence. Puis en fait, j'ai quand même été impressionné là, parce que souvent, dans les versions aussi, il faut payer, évidemment, parce que si tu veux balancer un fichier audio de 2 heures, faut prendre la version payante. Mais moi, j'ai juste essayé avec des tranches de 10 minutes ou 15 minutes. Mais je veux dire, à l'intérieur d'une minute, il te donnait la transcription. Mais en fait, à chaque fois, la conclusion que j'en avais, c'est que ça fait quand même un travail, je dirais peut-être à 97-96% qui pourrait être pas mal faut exact. repasser par-dessus, c'est sûr. Mais il faut repasser par-dessus, exactement. Donc, il faut absolument que tu réécoutes l'entrevue en suivant le script qu'il a fait. Et puis, en même temps, j'ai essayé là, je suis allé voir un collègue qui avait un abonnement à la version payante et parce que là, on m'avait dit avec le 4.0 qu'on peut déposer des fichiers audio dedans. Donc, j'ai déposé mon fichier audio dedans de 2 heures. Et là, il me dit, le fichier est trop grand, il faudrait que tu me fasses des tranches. Alors, j'ai commencé à faire des tranches, mais là, il a fallu que je regarde comment on fait des tranches de fichiers audio et tout ça. Et puis là, je me suis dit, là, ça commence à m'emmerder. Et pourquoi moi le but de faire appel à ChatGPT, c'est de me simplifier ma tâche. Et là, tu es en train de me demander, en fait, de faire comme une maman oiseau fait avec ses oisillons, c'est-à-dire de pré-mâcher le travail. Tu me demandes de faire le boulot, puis moi, je te demandais à toi de faire le boulot, pas à moi de faire le boulot. Exactement. Et puis là, je me suis pris à perdre patience et même à dire des insultes, en fait, à la machine. J'ai dit, mais quel con! Je te reconnais, là. Et puis, tout ça pour dire que j'ai fini par mettre ça de côté. Et puis là, je vais faire affaire avec une entreprise, avec des vrais humains. Mais tu peux aussi, si tu as des entrevues, tu peux aussi les publier via des podcasts. Puis, comme je fais. Puis après, tu regardes ton podcast, puis tu te rends compte que tu as des transcriptions de tous tes épisodes et entrevues qui ont été faites gratuitement. En même temps, je suis abonné au podcast. J'ai un distributeur, un hébergeur, là.
mais toutes les transcriptions sont là. Moi, on m'a jamais demandé de faire une transcription de mes podcasts. Mais là, j'ai appris en consultant mon Apple Podcast que tous mes podcasts maintenant étaient transcrits. Ça fait maintenant partie non seulement du contenu audio qui tient sur Internet, mais du contenu texte maintenant que c'est avec un moteur de recherche, mais vous pouvez retrouver des mots-clés directement dans mon... Il y a ça qui se passe. C'est peut-être sont indexés sur les moteurs de recherche? La transcription existe à quelque part. Là. Fait que si tu cherches si tu cherches sur Internet, tu mets des mots-clés sur Internet, sur Google, il y a accès à ce contenu-là texte. Fait que ça se peut qu'il réfère à certains. Mais comme j'ai fait des recherches avec mon contenu de cours, je me suis rendu compte que quand tu fais des recherches sur Internet, moi, si je pose des questions sur mon contenu de cours, les premières sources qu'il va me donner, c'est mes podcasts que je publie dans mon cours. J'ai un podcast d'accompagnement pour mon cours, là. Donc, c'est intéressant. On dévie un peu, là, Sylvain, là, mais c'est ça. Si tu cherches un outil pour faire des transcriptions, tu as juste à publier des podcasts. Ouais, puis en même temps, quand j'écoutais Frédéric parler, et puis il y a deux choses, en fait, qui me sont venues en tête. La première, c'est la question de faire des petits avec podcast IA Café. Là. Je me suis dit, est-ce que je vais être obligé d'en faire un aussi, de faire ma version locale aussi? Oui, on va t'équiper, un studio, puis on va avoir comme ça des studios partout dans le monde. Parce que je sais que Frédéric est là depuis longtemps que moi, mais quand même, je ne veux pas passer pour un sous-produit de podcast IA Café quand même. Je tiens à ce que les statuts restent quand même assez égalitaires. On parle beaucoup d'éthique, mais là, si ça se trouve qu'il y a des gens qui ouvrent des franchises et puis moi, j'ai pas la mienne, ça pourrait peut-être remettre en question ma participation à ce propre podcast. Il y aura 7 franchises pour les 7 collaborateurs India Café partout dans le monde. C'est mon petit coup de gueule, mais je voulais dire quelque chose de plus sérieux aussi là-dessus. C'est en fait les fondateurs avec leur grand discours grandiloquent. Oui, tu le connais le discours. Là. Exactement, mais ça me fait penser parce que je suis tombé cette semaine en fait sur un article qui expliquait qui essayait de chiffrer un peu combien OpenAI perdait de l'argent en fait. Et on parle de 500 millions de dollars par année. Pour faire rouler ça. Donc, c'est environ 700 000 par jour. Là, la compagnie essaie de justifier ça en disant, là, on est dans un stade de développement, donc on a besoin d'investissement et c'est pour ça qu'on perd de l'argent. Mais j'ai l'impression aussi qu'ils ont beaucoup d'intérêt à essayer justement de mettre ça le plus grand possible, d'anthropomorphiser ça, de dire que toutes les capacités que ça peut faire, parce que justement, s'ils veulent qu'éventuellement ça devienne, que ça bascule dans la colonne des plus, c'est pas les moins, il y a ça, mais en même temps... des investisseurs, ça prend des nouveaux investisseurs, ça prend de l'argent. Mais en ce moment, je veux dire, ils sont à l'aveugle. Un peu comme Google au début des années 2000, qui faisait pas d'argent, qui en perdait. Ça a pris du temps avant de comprendre avant que le modèle d'affaires, l'exploitation des données, qu'est-ce qui était possible comment on pouvait marchandiser les données, les monétiser, ça a pris un moment. Donc là, je crois qu'ils savent pas encore comment faire de l'argent. On dépense, puis on verra éventuellement comment on peut faire d'argent. Et peut-être que les données vont trouver éventuellement que ça va finir par générer quelque chose, ou tout ça va s'effondrer. Hein. Mais pour l'instant, c'est vraiment, je veux dire, le discours, il n'est pas indissociable du coût pour faire rouler ça pour l'entreprise elle-même. Oui, ça fait partie du discours ambiant en ce moment là de la rentabilité justement de ces startups-là. De plus en plus, il y a de plus en plus de questions qui se posent. Là. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi. Maintenant, qu'est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça a commencé à rapporter? Sinon, à partir de quand là, on va commencer à... En tout cas, les investisseurs, on le voit là dans le buzz, je dirais pas qui est décroissant, mais il est stagnant, en tout cas, là, on le sent dans le discours. Fred, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, il est pas exactement décroissant parce que les gros joueurs comme Microsoft, A16Z, là, A16Z pour Andreessen, puis Horowitz, puis d'autres gros joueurs comme ça dans le capital de risque mettent quand même pas mal d'argent dessus, mais il faut savoir que dans le moment, Sam Altman, qui est le CEO d'OpenAI, est en train de manœuvrer pour faire en sorte que la gouvernance d'OpenAI soit modifiée puis que ça devienne vraiment une compagnie privée.
Dans le moment, c'est une espèce de compagnie hybride, là. C'est un organisme à but non lucratif qui est en contrôle d'une compagnie qui, elle, est à but lucratif, puis etc., etc. Puis leur mission, c'est de développer une intelligence artificielle générale. Mais ça, la mission va être conservée, mais dans le moment, Sam Altman, en tout cas dans ses présentations, juge que ce modèle-là est désuet, puis que c'est le temps de passer à un modèle qui est, lui, véritablement privé. Ce qui implique un certain nombre de choses sur la façon dont on pense à l'intérieur de cette compagnie-là, la propriété intellectuelle, puis la diffusion des connaissances, puis l'innovation là, qui sont générées par OpenAI, notamment à cause des comptes qu'ils ont à rendre à leurs investisseurs, puis aux autres ça va être acteurs de leur environnement. Là. Ça va être un dossier à suivre financièrement. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça évolue? Comment ça évolue tout ça? Puis pour revenir à ChatGPT 5, IO, OpenAI, IO, Strawberry, nommez-les comme vous voulez. Là. Il y a peut-être, on a fait un bon tour des... notre posture critique est toujours là. Vous la sentez, là. Ouais, ils se donnent pas de chance, pour vrai. Ouais, peut-être, mais en même temps, tu sais, il y a ça. Il y a sûrement un accomplissement technique exceptionnel. On va être bons joueurs, là. Il y a sûrement un accomplissement technique exceptionnel, mais à l'évidence, peut-être qu'on n'a pas les compétences techniques pour prendre la mesure de tout ça. Moi, je le formulerais comme ça serait une façon poli de le dire. On dira pas bullshit, mais on va dire que ça ressemble à de la bullshit. On n'a peut-être pas les compétences techniques pour pouvoir mesurer puis apprécier peut-être l'ampleur du basculement technique qu'on est en train de franchir. Là. Ouais. Tu peux me permettre d'ajouter quelques petits commentaires là-dessus. Là. Il y a quand même des éléments qui sont intéressants, puis c'est sûr que ces outils-là peuvent être utiles. C'est juste que je pense qu'il y a une espèce d'enflure médiatique sur la portée de cette utilité-là, la portée réelle de l'utilité. Puis, il faut aussi réaliser que c'est des entreprises qui ont une influence majeure sur les organisations, puis sur les organisations publiques aussi, parce que les promesses de l'intelligence artificielle sont tellement hautes, sont tellement portées au nu qu'il n'y a pas une organisation qui veut se priver de ça. Fait que c'est vrai aussi pour les organisations publiques. Fait que ça fait des organisations qui savent que ils ont l'oreille des décideurs et des décideuses. C'est à leur avantage de faire en sorte de créer toute une histoire ou un récit autour de l'intelligence artificielle qui fait en sorte que les gens adoptent ces outils-là, les souhaitent, les veulent, puis ce genre de choses-là. Fait que c'est un peu, ils travaillent aussi en même temps leur propre profil politique. C'est comme une campagne. Puis tu sais, juste pour revenir sur le récit autour de l'intelligence artificielle, si vous allez lire le System Card de O1, qui est comme publié par OpenAI, c'est un peu c'est vraiment comment ils ont travaillé le système à travers un paquet de choses, là, c'est-à-dire d'où viennent les données, comment le système a été testé, quelles sont les performances sur justement l'omnicanalité de O1, tu sais, comment ces performances peuvent être mesurées, puis ce genre de choses-là. Puis quand on regarde ça, ce qui transparaît, c'est toute l'écosystème dans lequel OpenAI travaille. Par exemple, d'où viennent les données qui ont été utilisées pour le développement de O1? Ça vient de données publiques sélectionnées dans lequel... Tu fais des guillemets encore là. Oui, parce que c'est Select Public Data. Fait que, c'est sélectionné comment, de quelle façon, par qui, c'est pas spécifié. Mais c'est une façon de dire on n'a pas volé vos données, c'est des données qui sont publiques et puis on le fait dans les règles de l'art. Mais en même temps, c'est beau de le dire. Après, il faut voir le processus qui a mené à la sélection pour être capable de valider ça. Puis OpenAI va refuser évidemment de se soumettre à ce genre d'audit-là. La relation d'OpenAI et de la recherche indépendante est pas bonne. Là. Même si OpenAI fait vraiment un beau spectacle d'être ouvert puis de diffuser de la connaissance, puis etc. Ça s'appelle OpenAI et on devrait s'attendre à ce que ce soit ouvert. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont fait le gag Closed AI maintenant, là, mais bon. Ensuite, les données viennent de données propriétaires fournies par des partenaires. Quels partenaires, selon quelles conditions, on ne sait pas, mais on peut imaginer les médias avec qui OpenAI a signé des ententes, par exemple, ou des conventions de partage, les grands éditeurs de revues scientifiques, donc Elsevier, etc., qui sont aussi fondés là-dessus, des compagnies comme NVivo et comme Atlas.ti, qui, eux autres, utilisent, par exemple, des modèles ChatGPT pour faire l'analyse de données, par exemple,
ou pour proposer des codes qu'on fait de l'analyse qualitative. On peut imaginer que ça vient de là. Puis ensuite de ça, l'espèce d'apprentissage par renforcement, par rétroaction des humains, là, qui est utilisé aussi. Puis tout ça fait que le modèle est là, mais qu'il y a plein de pistes qu'on n'est pas capable de suivre puis de valider sur comment les données ont été collectées, gérées puis utilisées. Puis quand on regarde du côté des tests qu'ils font, donc sur le red teaming, là, c'est-à-dire les équipes rouges qui viennent tester la sécurité des modèles, ben là, il y a encore toute une série de questions qui se posent, là, parce que la façon dont c'est présenté, c'est est-ce qu'un modèle qui pense comme un être humain pourrait être ratoureux et influencer les comportements humains à notre insu? Fait que juste de le présenter comme ça, vous pouvez être sûr que ça va sortir dans un média quelque part. C'est sûr. Puis là, C'est sûr. soudainement, on est qui, nous, chercheuses indépendantes, pour poser des questions OpenAI? On n'a pas les données, on n'a pas l'expertise, on n'a pas rien de ça, puis il n'y a personne tout seul dans son coin qui peut comprendre ça. Ça prend une série de monde, une collectivité, une intelligence collective pour comprendre pour faire de la recherche, pour valider ce qui se passe, ce qui s'y fait. D'un point de vue de l'évaluation du risque et de l'innocuité des systèmes, OpenAI, la note qu'il devrait recevoir, c'est quelque chose comme D, parce qu'on n'est pas capable d'aller voir ce qui se passe. D'aucune façon, mais ils laissent paraître qu'ils sont très transparents alors que c'est pas le cas. D'ailleurs, il y a deux types, puis je vais finir là-dessus parce que je prends beaucoup de temps, là, mais il y a dans les équipes qui ont testé la sécurité d'un modèle qui pense comme les humains, il y en a deux. La première s'appelle Apollo Research, puis la deuxième s'appelle Meter. Apollo Research, c'est une équipe qui se préoccupe des risques existentiels posés par les modèles d'intelligence artificielle. Ils sont financés par une compagnie qui s'appelle, que je retrouve ça, c'est Rethink Priorities. Donc, c'est un fonds d'investissement qui s'appelle Rethink Priorities, qui se préoccupe eux autres aussi des risques existentiels, puis qui sont notamment très investis dans le mouvement de l'altruisme effectif. Donc, on donne de l'argent à des causes à condition qu'on puisse mesurer l'impact réel de ces causes-là, ce qui donne des choses un peu étranges des fois. Puis ensuite de ça, Meter, c'est l'ancien service d'OpenAI qui s'occupait de ça, qui s'appelait le Alignment Research Center, donc le Centre pour la recherche sur l'alignement, qui était dirigé par Susskiver, je pense son nom, qui était celui qui a voulu mettre Sam Altman à la porte de la compagnie c'est il y a lui, quelques temps. Ouais, c'est ça. Puis qui a été, si on veut, démantelé. Mais maintenant, ils ont une existence à part d'OpenAI sous le nom Meter. Ça fait qu'il y a beaucoup de copinage puis beaucoup de proximité entre ces éléments-là qui donnent pas à penser d'une recherche véritablement sérieuse et rigoureuse sur les risques, sur les usages, sur ce qu'on peut faire avec ça. Ce qui montre qu'OpenAI est une compagnie comme toutes les autres, finalement, si on veut. Puis, dernière nouvelle, puis je vous laisse là-dessus. Il y a des gens comme nous qui se sont amusés avec O1, puis qui ont dit, on va essayer de tromper la machine avec des amorces, donc avec des prompts, de façon à lui faire révéler comment elle pense à chacune de ces étapes. Puis ceux qui ont réussi, ceux qui ont testé les étapes de la pensée de la machine, si on veut, le chain of thoughts, ont reçu des lettres de OpenAI qui menaçaient d'être bannis s'ils continuaient à vouloir comprendre comment la machine fonctionnait. Ben voyons. Ouais. Bon, c'est ça. Ça s'appelle OpenAI. C'est de moins en moins open. C'est la recherche indépendante qui serait la mieux placée pour tester les systèmes d'intelligence artificielle. Plusieurs chercheurs. Exactement. Ça prend ça. Ça prend une armée de chercheurs puis là, on ouvre le capot, puis on va aller voir. Exact. Mais OpenAI, comme Microsoft, comme Amazon, comme etc., ont fermé la porte depuis longtemps là-dessus, mais continuent à se présenter comme étant une compagnie ouverte et transparente, etc. Ouverte et transparente. Bon, voilà. Écoutez, bullshit, on y reviendra de toute façon. Là, on n'est pas au dernier outil proposé par OpenAI. On va suivre le développement de tout ça pendant les prochains mois. Ça va clore notre ChatGPT. J'avais un deuxième sujet pour vous. Je voulais vous entendre. On a parlé beaucoup de ChatGPT puis OpenAI. On leur a donné une belle pub aussi en passant. Je voulais vous entendre sur l'actualité, sur d'autres sujets peut-être là, que vous avez envie de nous entretenir. Avez-vous fait des tests? Sylvain nous a parlé d'un test. Peut-être Stéphane, de ton côté. Sylvain nous a parlé de transcription et justement c'est un sujet que je voulais aborder dans l'équipe là. C'était j'avais l'idée justement de retranscrire
alors c'était suite au dernier épisode qu'on a pu enregistrer, où tu nous avais dit que ça serait plutôt une saison bilan, de ton point de vue, en tout cas, Jean-François. Oui, j'ai encore l'intention de faire une saison bilan. Et tu avais listé un petit peu tous les sujets sur lesquels on était intervenu. Ouais. En tout cas, il y avait eu des discussions. Et de là est venue l'idée d'essayer de retranscrire. Alors, je ne savais pas que c'était déjà retranscrit dans d'autres univers. Oui. À notre insu. Mais l'idée, c'était ça, de retranscrire. Et effectivement, je suis d'accord avec Sylvain, la retranscription, alors en fonction des personnes, des accents, c'est pas toujours parfait. Et puis moi, je m'étais déjà entraîné en fait à retranscrire des réunions et à les faire résumer derrière par ChatGPT. Et donc j'ai voulu faire cet exercice-là pour voir un petit peu comment ça pouvait se comporter avec un épisode. Ton idée, c'était quoi? C'était une application qui prend nos transcriptions d'épisodes, puis qui commence à analyser un petit peu chaque épisode, les sujets qu'on a abordés, les thèmes, où on lui pose des questions à cette application-là, puis elle retrace. Moi, j'aimerais ça, là. C'était ça, c'était un petit peu d'indexer un petit peu de nos discussions sur des thèmes, puisque on peut parler de la voiture autonome dans un épisode qui ne lui est pas dédié, mais pourtant on va le trouver dans plusieurs épisodes. Et donc, oui, puis souvent je me dis, il me semble que je n'ai parlé avec quelqu'un qui, ce sujet-là, donc petite recherche comme ça, puis on retrace exactement où, dans quel épisode. Voilà, donc c'était un peu ça l'idée, c'était essayer de retrouver un petit peu pour faciliter cette et honnêtement, bon, même si j'adore l'émission, mais je me disais je vais peut-être pas réécouter tous les épisodes. Moi aussi, c'est pour ça que je veux avoir des transcriptions pour ce genre d'outils-là, je veux pas me retaper les premiers épisodes où on était maladroit, je dirais. Ça serait une façon polie de dire qu'on n'était pas très bon. mais c'est ça, là. Fait que ça, si je pouvais avoir un outil comme ça pour me donner au moins la transcription, une préanalyse, chercher les thèmes, les enjeux éthiques, là, je me suis amusé à essayer de recenser tous les enjeux, problèmes, risques qu'on a identifiés, les thèmes qu'on aborde, les champs d'application. Il y a du matériel à analyser. Sylvain, ça t'intéresse-tu, une application comme ça? Là? Oui, ça m'intéresse, mais je voulais juste corriger, en fait, une petite chose que tu as dite. Tu as dit qu'au départ, quand vous avez commencé l'expérience, l'aventure, oui. Vous étiez pas très bon et bon, il y avait un peu de tâtonnement et tout ça. Je voulais juste me dissocier de ça parce que moi, je suis arrivé à la saison 3. Donc, c'est vrai que c'est à ce moment-là, il y a un basculement. Tu as été notre OpenAI O1 là, depuis que tu es là, on a fait un step. Et je me souviens très bien que lorsqu'on s'était parlé de mon éventuelle participation, je crois je t'avais demandé combien on avait de téléchargements. On était autour d'une centaine à peu près, je crois. Oui, à l'époque. Quelque chose comme ça. Ouais, et puis maintenant, on est rendu à 1000. Mais je dis ça comme ça. Votre première année de rodage et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Alors. Oui, c'est vrai. Il attend que le produit soit là. Puis après ça, OK, vous êtes peut-être digne de ma participation. Merci, Sylvain. Stéphane, tu reviens à ton application. Ça a causé quelques problèmes. On y reviendra peut-être là, avec ce débat-là, mais au sein de l'équipe, là, il y en a plusieurs qui disaient des transcriptions, je sais pas si je suis à l'aise avec ça, qu'il y ait des transcriptions. Avant qu'on allume que les transcriptions existaient déjà, là, il y a eu cette joute-là à l'interne, là. Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ces transcriptions-là? Alors effectivement, on y reviendra, mais c'est marrant parce que c'est pas du tout là où je m'attendais qu'il y ait un blocage. Non, c'était quoi? En fait, c'était le fait que comme j'allais fournir les données à OpenAI plus à un outil de retranscription, je me suis dit je vais poser la question, est-ce que tout le monde est d'accord pour que nos voix, nos textes soient enregistrés, écoutés, traduits, retranscrits, etc. par une application tierce et notamment une société comme OpenAI. Et je pensais que c'est là qu'on allait me dire que c'était peut-être pas une bonne idée, etc. Et pas au niveau de l'indexation, qui pour moi était un sujet tranché, puisque l'indexation sur Internet de tout contenu publié, c'est quelque chose qui est là, qui existe, plutôt accepté aujourd'hui.
Cela dit, alors, je comprends totalement les arguments qui ont été cités dans nos échanges. Ouais, on y reviendra, mais c'est vrai que ce contenu-là, de téléverser un contenu sur ce genre d'outils-là, c'est des questions qu'on se pose, puis c'est des sujets qu'on a abordés pendant de nombreux épisodes, mais là, c'est concret, là, c'est-à-dire que là, notre contenu, est-ce qu'on le je sais pas si vous entendez, il y a des travaux de construction, là, ça se peut que vous entendiez un petit peu cogner autour de vous. Moi, je l'entends, là, ça me dérange un peu, mais c'est ça, de téléverser notre contenu activement, là, de mettre ça, puis éventuellement, ce qu'on comprend, ce qu'on leur donne ces données-là. Là. C'est comme s'il n'y en avait pas assez. Mais dans ma tête, je me dis toujours peut-être qu'ils ont déjà accès, puis je le sais pas. Là. Ils ont se sont peut-être promenés sur Internet, puis ils ont pris tout ce qui était d'audio public, entre guillemets. On met souvent des guillemets, ça va prendre un son radiophonique pour mettre des guillemets, là. Mais voilà, c'était plus ça ma crainte, là. Ce que je téléverse comme contenu, je leur donne. C'est ça qui se passe ou Alors, en fait, du coup, j'ai fait un petit exercice quand même avec ChatGPT, je vous l'ai pas dit, mais je lui ai demandé s'il connaissait notre podcast. Et il connaît le podcast. bon. Alors, Sylvain, je sais pas si toi il te connaît. Moi, il me connaissait pas, par exemple, parce qu'on est arrivé un peu plus tard dans les sessions, dans les saisons, pardon. Mais par contre, effectivement, il connaissait le podcast, Jean-François, Fred. Ah ouais? Ouais. On a un auditeur de plus, Sylvain, là, c'est le fun de savoir. Ça revient à dire ce que je disais tout à l'heure. Il y a des différences de statut ici. La preuve, ChatGPT, il me reconnaît même pas et il reconnaît encore les mêmes, toujours les mêmes. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben c'est ça de toute façon, il reviendra là, sur cette application-là. Moi, je trouve que c'est une charmante idée d'essayer de travailler avec notre contenu pour justement pour créer, se servir de l'intelligence artificielle pour que ça soit encore plus concret pour nous. Tout ça, je vais continuer mon tour d'actualité. Je me tournerai peut-être vers Sylvain qui a moins eu la parole. Sylvain? Oui, en fait, je viens de prendre une décision immédiate qui aura effet dès la fin du podcast, c'est-à-dire que je vais m'inscrire à Gemini et puis je vais foutre ChatGPT aux poubelles. Je veux dire, il me reconnaît même pas. Ça. On se tolère pas. Ça sera pour la version 5.2 peut-être. Ouais. Ben, quand la machine finira par arriver à une version qu'on pourrait dire acceptable, ben, à ce moment-là, je pourrais accepter de la réintégrer. Sylvain, actualité chronique, t'avais-tu préparé quelque chose cette semaine? Une petite chose, en fait, c'est un événement à lequel je participerai dans. Ben, je participerai pas, en fait, je rassure tout le monde. Là. Je vais aller observer, en fait. Je sais pas si vous connaissez ça, mais je vais assister dans la première semaine d'octobre à un drone-athlon. Un drone-athlon. Ouais. Ben, en fait, je sais pas si vous connaissez le principe du hackathon. Peut-être que. Ouais. Ben, hackathon, oui, mais drone-athlon. Oui, ben en fait, c'est la même chose que le hackathon. Bon, c'est le même principe, là, mais l'idée là-dedans, c'est organisé par la Marine nationale ici. Ce sera à la base de Toulon, mais l'idée, en fait, d'un drone-athlon, c'est de mettre... en fait, la Marine a préparé des scénarios. Différents scénarios. Ça peut être des scénarios de reconnaissance où ils vont demander... un autre scénario, c'est de faire du repérage sous-marin et tout ça. Donc, ils ont différents scénarios et ils ont sélectionné, ils ont fait un appel d'offres, ils ont lancé ça comme ça, les scénarios, voici, en 2023. C'est la deuxième fois qu'ils le font, c'est la deuxième expérience. Et puis, ils ont sélectionné une trentaine d'entreprises. La plupart, c'est des startups. Là. Et c'est une espèce de petite compétition amicale qui se veut aussi en même temps une démonstration pour les boîtes, les entreprises. C'est un peu l'occasion d'aller montrer leur savoir-faire, de faire des démonstrations et peut-être d'essayer de décrocher des contrats, etc. Ça va être une démonstration une démonstration militaire? Oui, exactement. C'est des drones, mais on laisse ouvert et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu peux filmer ça? Moi, je pense pas. Je pense pas. Mais on peut observer. Donc, je vais y aller comme observateur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on laisse le champ très, très libre sur.
on dit drone, mais on spécifie pas en fait les caractéristiques du drone ni le logiciel à l'intérieur. Donc là, éventuellement, il y a des boîtes là-dedans qui sont spécialisées en IA et qui probablement vont intégrer des applications ou des capacités d'IA pour peut-être augmenter l'efficacité des drones en question. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que en ce moment, lorsqu'on parle de drones, hein, il y a une limitation, en fait, sur... en ce moment, vous avez besoin, en fait, si vous avez... pour les drones les plus efficaces sont pilotés à distance par des êtres humains. Et vous avez, pour un appareil, vous avez généralement un opérateur. Il n'y a pas... pour l'instant, un opérateur, mais tu as fait 2 avec tes doigts. Là. Oui, un appareil, 2 opérateurs. Mais ceux qui nous écoutent, qui ne nous voient pas, Jean-François ne le savait pas, ça. Tu as dit un opérateur, mais tu as fait 2, je me suis dû tromper. Non. Ben oui, je me suis trompé. Mes doigts se sont trompés, mais pas ma tête. OK. Et puis, en fait, donc vous avez un opérateur pour un appareil. Ça dépend. Ouais. Là, je parle des mini-drones, des petits drones. Là, je parle pas des drones volants plus élaborés où vous avez toute une équipe derrière là, qui s'occupe de ça. Mais il y a un problème parce que là, vous avez la consommation. Ils en consomment beaucoup. Ils en perdent beaucoup. Et vous formez les opérateurs eux-mêmes. Vous avez quand même besoin de personnel pour faire ça. Alors, éventuellement, il s'agira d'être capable de piloter plusieurs appareils en même temps par un seul opérateur. Ah. Et là où les solutions en IA arrivent, en fait, c'est là vous avez plusieurs possibilités. C'est que vous avez un module d'IA qui sera capable, en fait, à partir du pilotage de l'être humain, de dupliquer, en fait, le comportement, en fait, les commandes que lui va passer à l'appareil, va être capable de transmettre ça aux autres et qui pourront, en fait, s'adapter en fonction de ce que l'être humain commande. Une espèce de système mixte là, où tu as un humain derrière, mais une intelligence artificielle qui c'est ça qui est là pour combler un peu. Dans ce cas-là, c'est pour essayer d'avoir de multiples appareils en même temps, simultanément. Et vous avez une autre approche qui est vraiment d'autonomiser ça complètement. C'est-à-dire, vous envoyez la commande, la mission, par exemple, je sais pas, faire de l'observation, repérer une cible, attaquer une cible. Et là, la machine s'organise pour atteindre la mission elle-même. Et ça, en ce moment, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les organisations militaires parce que si vous avez tout ce qui est téléopération, vous avez une manette, une télécommande et vous opérez ces engins-là, tout ça est sensible à des dispositifs de brouillage. Ça peut être un brouillage électromagnétique. Et là, on peut couper la communication entre l'opérateur et l'appareil. Et là, dans ce cas-là... qu'il reste autonome, là, c'est ça? Exactement. Là, dans ce cas-là, en ce moment, ce que les machines peuvent faire, c'est que soit ils vont tourner en rond, soit ils vont jusqu'en attendant que la communication soit retrouver la communication, soit ils peuvent aussi revenir à leur point de départ. Ça, c'est des choses. Ils peuvent atterrir aussi. Mais on reste dans ces actions-là. Et là, éventuellement, en intégrant, en incorporant de l'intelligence artificielle à l'intérieur même de l'électronique embarquée dans ces drones-là, c'est une fois qu'ils perdront la communication, ils pourront continuer de exécuter la mission. Mais en ce moment, ça, selon la connaissance que j'en ai et selon les entreprises à qui j'ai parlé, ça ne se fait pas encore. Et là, le drone Athlon, ça va être un peu l'occasion de voir quel est l'état de l'art. Donc, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça? Puis toi, tu as accès à ça, là, tu vas aller voir ça, là. Ouais. Hey, ça va être... j'ai hâte d'avoir ton feedback quand tu vas revenir de ce drôle de périple-là. Et l'idée, c'est... moi, j'aimerais ça essayer de... je vais, dans la mesure du possible, je vais essayer de parler à un maximum d'entreprises possibles, savoir un peu c'est quoi leur solution et tout ça. Et aussi aux organisateurs de cette démonstration-là, parce qu'en même temps, il y a la question de savoir qui a un intérêt à avoir ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des petites boîtes, hein, c'est des startups, mais en même temps, les gros joueurs industriels ne sont pas là, hein. Mais là, j'ai hâte de voir s'ils seront là. Ils ne sont pas là comme participants, mais est-ce qu'ils vont être là comme observateurs pour essayer de voir, voilà, lui ou cette entreprise. Telle compagnie est en avance. Exactement. Ouais. Et j'ai hâte de voir un peu ces jeux de pouvoir-là, ou
un peu de jalousie ou d'envie là qu'il peut avoir entre les gros les éléphants en fait et les petits joueurs. Et en ce moment, il y a vraiment une attention pour essayer de voir. En fait, l'idée est quand même assez présente de se dire que les gros industriels sont trop en retard. D'ailleurs, ici, le programme pour essayer de faire un équivalent au drone prédateur américain, là, l'espèce de qui est connu, là, qui peut lancer des missiles et tout ça, là. Pour faire une version française de ça, 100% made in France, ça a pris 10 ans. 10 ans de développement et il s'appelle le Patroller en ce moment. Patroller. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne peut pas encore tirer de missiles. Ils ont essayé de faire tirer des missiles et il devient instable et ça ne fonctionne pas. Je veux dire, ils peuvent tirer des roquettes. Donc, ça montre un peu et ça, c'est des gros industriels qui ont eu ce contrôle-là. Je te sens un peu taquin, là. Tu nous taquines un peu. Voilà. Hein, moi, je fais pas trop de nationalistes de ce côté-là. Là. Mais bon, hein, c'est votre bordel. Vous vous arrangez, vous le gérez comme vous voulez. Je fais juste constater. Hein. Toujours est-il qu'il y a un drone qui se voulait une réplique, une version, parce que les Français ont un peu une obsession avec la souveraineté nationale, c'est-à-dire, bon, le nucléaire, on n'achètera pas le matériel américain, on va développer notre filière nucléaire. La même chose pour l'armement très sophistiqué. Donc, on veut être en mesure de produire eux-mêmes les outils, les armes et la technologie. Et mais là, dans ce cas-là, c'est quand même 10 ans de développement pour arriver à ça. Alors là, des organisations comme la Marine nationale se tournent vers les petits joueurs pour essayer justement de, ce qu'on pourrait dire, de débloquer tout ça, de dénouer tout ça pour que ça aille plus vite, en fait. Bien hâte que tu me parles de ton expérience sur le terrain. J'ai hâte de voir. C'est ça, ce que tu as découvert. Si tu prends du son ou des images, je suis curieux. Sûrement que tu pourras pas. Là. Non, puis en plus, si on fait l'association entre moi qui veut vraiment prendre des images de tout et d'enregistrer tout, puis avec mon passeport canadien, on risque de se poser des petites questions. Finalement, c'est un étranger, qu'est-ce qu'il fout ici et pourquoi il veut prendre autant de photos? Oh non, on veut te revoir là, en santé. Là. Et ça se pourrait bien que le prochain épisode de podcast, je puisse pas le faire parce qu'on va m'avoir enfermé, et voilà, pour espionnage et... Là, tu vas vraiment disparaître de l'Internet. Il y a plus on va écouter les podcasts avec des mots-clés et on remerciera Stéphane pour avoir rendu cette capacité-là possible. On va repérer que j'ai déjà dit des méchancetés sur leur drone, sur leur industrie, et puis elle va dire voilà. C'est pour ça qu'il a disparu à ce moment-là. Écoute, il y a Fred, je regarde l'heure avancée. T'avais-tu d'autres choses à ajouter sur tes actus? Ouais, en fait, c'est super intéressant ce que tu dis, Sylvain. Puis moi, les applications militaires de l'intelligence artificielle me font peur. Je vais le dire comme ça. Ça cause de l'anxiété quand je regarde ce qui se passe à Gaza, dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, puis ce genre de choses-là. Puis ça me fait vraiment peur. D'autant plus que, comme vous savez peut-être, je tiens une liste des personnalités de l'IA, ou en tout cas du numérique, là, pour le faire comme ça, dans lequel j'essaie de tracer un peu quand ils prennent la parole en public ou quand ils disent quelque chose de plus officiel, voir un peu comment leur vision de leur compagnie ou de ce que la technologie peut faire s'articule. Puis là, je suis rendu à peu près une centaine de noms. Puis un des derniers que j'ai ajouté, c'est le 2e ou 3e homme le plus riche de la planète, qui s'appelle Larry Ellison. Larry Ellison, c'est le Chief Technology Officer, qui est le fondateur d'une compagnie qu'on connaît bien parce qu'on a affaire avec à chaque jour, qui s'appelle Oracle. C'est une compagnie qui est en info nuagique, qui est impliquée partout dans les logiciels, dans des plateformes de gestion de données, puis ce genre de choses-là. Puis récemment, lors de la rencontre des investisseurs, je pense la dernière en 2024, en gros, il a dit la chose suivante: dans un avenir plus ou moins éloigné, les citoyennes et les citoyens vont vraiment agir de la meilleure façon possible parce qu'ils et elles seront constamment enregistrés et évalués par des systèmes d'intelligence artificielle. Ça, c'est la 2e personne ou la 3e personne la plus riche au monde qui a dit ça, qui vaut donc un peu moins cher qu'Elon Musk et un peu plus cher que Jeff Bezos, hein, pour le situer. En gros, pour vous donner une idée, là, avec le salaire que je reçois de l'UQAM, ça me prendrait 16 000 ans pour être capable de ramasser 1 milliard sans aucune dépense. Puis 1 milliard, c'est 1/200 de la fortune à Elon Musk. Juste pour vous mettre en perspective.
Fait que ce bonhomme-là, déjà, Larry Ellison, qui est un gars d'à peu près 80 ans, qui est là depuis toujours, qui a eu une énorme influence là-dessus, qui a l'oreille de banquier, d'investisseur, etc., dit ça, puis il est pas le premier à dire ça. Si on écoute Peter Thiel, qui est le CEO de Palantir, qui est impliqué un peu comme Oracle dans de la gestion de données puis des systèmes d'analytique, assez proche d'ailleurs de l'armée israélienne, assez impliqué dans le conflit israélo-palestinien actuellement. Mais il y a aussi une vision qui ressemble à ça, puis je n'ai déjà parlé dans le podcast. Il y a d'autres acteurs importants ou influenceurs du monde technologique qui imaginent comme un sionisme numérique ou une espèce d'apartheid numérique dans lequel les gens qui sont plus conservateurs, attachés au capital, à la sécurité, puis qui ont des compétences techniques sont portés au nu, alors que les maudits fatigants comme nous autres qui font des podcasts sont vraiment en retrait, peuvent pas accéder au genre d'événements auxquels Sylvain va pouvoir participer. Ce qui déjà souligne, Sylvain, que tu commences à faire partie d'une nouvelle classe sociale. Mais tu sais, en gros, ce que le bonhomme Larry Ellison est en train de parler, c'est quelque chose comme le panoptique de Jeremy Bentham ou de Foucault, mais un panoptique dans lequel on a automatisé les espions, automatisé le processus de surveillance. Finalement, c'est un peu comme si son rêve à ce bonhomme-là, ce qu'il voit, parce qu'il présente ça comme étant une société idéale dans laquelle il fait bon vivre. Utopique, même. Ben, c'est une société dans laquelle la Gestapo a été automatisée. Où les différents systèmes, les différents ministères de la Gestapo, si on veut, ou d'un système de surveillance majeur, sont automatisés puis gérés par une intelligence artificielle. Puis cette vision-là, moi, m'inquiète. Ben là, formulé comme ça, je comprends pourquoi ça t'inquiète. Fred, écoutez, messieurs, on a dépassé l'heure, là, donc je pense que on va conclure. Tu voulais ajouter quelque chose, Stéphane? Tu feras 2 épisodes. Je ferai 2 épisodes. Ouais. Un pour Sylvain, pour le sécuriser. Un autre avec notre Stéphane. Ouais, non, on va reprendre ça. De toute façon, j'ai un rendez-vous dans 20 minutes. On va clore cet épisode de cette façon. J'avais prévu un bon 10 minutes de bilan, là, mais bon, je vais reporter ça. De toute façon, on a toute l'année là pour faire le bilan. Je ferai ça au prochain épisode. Donc, ce sera tout pour cet épisode 93. Moi, je pourrais pas être là au bilan parce qu'on a rappelé tout à l'heure dans l'émission que j'étais pas là au début, donc je peux pas faire un bilan si j'ai pas participé à l'aventure depuis le début. Ouais, mais là, c'est un bilan de l'intelligence artificielle dans les 5-10 dernières années. Là, on regarde en arrière, on regarde ce qui s'est fait. C'est à toi de regarder de prendre ton regard de sociologue rigoureux puis regarder là à rebours là, qu'est-ce qui s'est fait, c'est quoi les bilans qu'on peut tracer là, après 10 ans de buzz intelligent sur l'intelligence artificielle. Là. Donc c'est ça qui vous attend dans les prochaines semaines. Je me reprends pour faire mon bilan, puis sinon ce sera tout pour aujourd'hui. Donc merci encore à vous de nous accompagner dans nos enquêtes sur la recherche et les enjeux en éthique, les enjeux sociologiques, techniques en intelligence artificielle. Si vous avez des idées de suggestions de contenu, n'hésitez pas à nous écrire. Merci à mes collaborateurs à cet épisode. Il est toujours Frédéric Plamondon. Merci Fred. Salut. Stéphane Minéo, merci. Merci à toi. Et merci à Sylvain Munger. Merci, et je remercie beaucoup les auditeurs et je remercie un petit peu moins les autres participants d'aujourd'hui. Ah, voilà, c'est vrai. OK, on va y aller comme ça. OK, ben c'est tout pour cette semaine. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.